Le brouillard matinal enveloppait les ruelles étroites de Montpellier comme un linceul humide, transformant la ville en un théâtre de silhouettes grises et de murmures étouffés. En cette fin de siècle, la cité languedocienne vivait dans une tension palpable, où les cicatrices des guerres de religion n'avaient jamais vraiment cicatrisé. Les catholiques et les protestants cohabitaient dans une méfiance mutuelle, chacun observant l'autre avec des yeux chargés de suspicion ancestrale. Aux confins de la ville, là où les dernières maisons s'accrochaient désespérément au tissu urbain, avant de céder la place aux champs de vignes et d'oliviers, se dressait la propriété des Fournier, une bâtisse austère en pierre calcaire, aux volets perpétuellement fermés, qui semblait tourner le dos à la communauté. Les murs épais et les fenêtres étroites donnaient à l'ensemble l'apparence d'une forteresse, un refuge contre un monde jugé corrompu et impie. Auguste Fournier, le patriarche de cette famille isolée, était un homme à l'allure sévère. Son visage anguleux, creusé par les années de labeur et de prière, portait les marques d'une foi inflexible. Ses yeux gris acier ne sciaient jamais, fixant le monde avec une détermination qui glaçait le sang de ceux qui osaient croiser son regard. Grand et sec, il portait toujours le même costume noir élimé, symbole de son rejet de toute vanité terrestre. Sa femme, Marguerite, était son exact opposé physique, mais son égale en dévotion. Petite et menue, le visage pâle, encadré par des cheveux tirés en un chignon strict, elle se déplaçait dans la maison comme une ombre silencieuse. Ses lèvres minces formaient rarement un sourire, et quand elle parlait, c'était d'une voix basse, presque un murmure, comme si chaque mot devait être pesé sur la balance du jugement divin. Le couple avait 4 enfants. Émile, l'aîné, venait de fêter ses 22 ans. C'était un jeune homme au physique agréable, avec des cheveux châtains ondulés et des yeux noisettes qui reflétaient une intelligence vive et une curiosité constante. Contrairement à son père, Émile avait soif de connaissances au-delà des Écritures. Il dévorait tous les livres qu'il pouvait se procurer, cachant ses lectures profanes sous son matelas, pour échapper à la censure paternelle. Puis venait Théophile, 19 ans, le fils fidèle et obéissant. Il avait hérité du tempérament rigide de son père et aspirait à devenir pasteur. Son visage étroit et ses lunettes rondes lui donnaient l'air d'un savant, mais son regard trahissait une absence de la compassion qui aurait dû accompagner sa vocation religieuse. Les 2 plus jeunes, Hélène et Marc, 16 et 14 ans respectivement, vivaient dans l'ombre de leurs aînés. Hélène, avec ses yeux bleus rêveurs et ses boucles blondes qu'elle tentait vainement de discipliner, nourrissait des rêves secrets de liberté. Marc, encore enfant, oscillait entre la peur de décevoir son père et le désir de ressembler à son frère Émile qu'il admirait en secret. En ce matin de septembre 1898, la tension dans la maison Fournier avait atteint un point de rupture. Tout avait commencé 3 semaines auparavant, lorsqu'Auguste avait surpris Émile en conversation avec Lucien Bertrand, le fils du boucher catholique, devant l'église Notre-Dame-des-Tables. La simple vue de son fils s'attardant près d'un édifice papiste avait suffi à déclencher la fureur du patriarche. « Tu trahis tes ancêtres !» avait hurlé Auguste ce soir-là, sa voix résonnant contre les murs de pierre de la salle à manger. « Nos aïeux sont morts pour notre foi, brûlés vifs par les catholiques, et toi, tu folâtres avec leurs descendants comme si de rien n'était. » Émile avait tenté de se défendre, expliquant qu'il avait simplement discuté de littérature avec Lucien, un jeune homme cultivé qui partageait sa passion pour Victor Hugo et Émile Zola. Mais pour Auguste, il n'y avait pas d'excuse. La fréquentation des catholiques, même superficielle, était un péché impardonnable. « Les livres !» avait craché Auguste avec mépris. « Toujours tes maudits livres. Ils t'ont empoisonné l'esprit, mon fils. Ils t'ont éloigné du seul livre qui compte, celui qui contient la parole de Dieu. » Depuis cet incident, Émile avait été placé sous une surveillance constante. Il n'était plus autorisé à quitter la propriété sans être accompagné de Théophile, qui remplissait sa fonction de gardien avec un zèle déplaisant. Les repas se déroulaient dans un silence glacial, ponctué uniquement par les prières interminables d'Auguste et les sanglots étouffés de Marguerite.
Hélène observait tout cela avec une angoisse croissante. Elle aimait profondément son frère aîné, qui était le seul dans la famille à lui témoigner de la tendresse, à lui raconter des histoires du monde extérieur, à lui faire croire qu'une vie différente était possible. Elle voyait la lumière s'éteindre progressivement dans les yeux d'Émile, remplacée par quelque chose de plus sombre, une résignation teintée de désespoir. Le village de Montpellier, lui, bruissait de rumeurs sur les fourniers, au marché du samedi, sur la place de la Comédie, dans les tavernes du quartier Saint-Roch, on murmurait à propos de cette famille étrange. Les commerçants racontaient qu'ils n'achetaient que le strict nécessaire, refusant tout luxe, toute frivolité. Les voisins les plus proches rapportaient avoir entendu des psaumes chantés à toute heure de la nuit, des prières qui résonnaient comme des lamentations. « Ce sont des fanatiques », disait Madame Roussel, la boulangère, en pétrissant sa pâte avec vigueur. Ils vivent comme s'ils étaient encore au XVIe siècle, comme si les guerres de religion n'avaient jamais pris fin. J'ai entendu dire qu'ils flagellent leurs enfants pour les moindres péchés, renchérissait M. Gauthier le forgeron, en essuyant la sueur de son front noirci par la suie. Que le père interdit tout ce qui pourrait ressembler à du plaisir. Pas de musique, pas de danse, pas même un sourire. Le curé de la paroisse catholique, l'abbé Fontaine, un homme bedonnant au visage rubicond, alimentait ces rumeurs avec une certaine satisfaction. Lors de ses sermons dominicaux, il ne mentionnait jamais directement les fourniers, mais ses allusions aux hérétiques obstinés et aux âmes perdues dans l'erreur protestante ne laissaient aucun doute sur ses cibles. Méfiez-vous de ceux qui prétendent connaître la vérité mieux que la Sainte Église, tonnait-il depuis sa chair, son double menton tremblant d'indignation. Leur orgueil est leur perte, et ils entraînent leur famille dans les ténèbres de l'hérésie. Mais il y avait une personne à Montpellier qui regardait les fourniers avec un intérêt d'une toute autre nature, Adrien Valmont, un jeune journaliste fraîchement arrivé de Paris pour travailler au Petit Méridional, le quotidien local, était fasciné par les tensions religieuses qui subsistaient dans le Midi. Avec ses cheveux noirs coiffés en arrière, sa moustache finement taillée et son costume à la dernière mode parisienne, il détonnait dans le paysage provincial de Montpellier. Adrien avait remarqué Émile plusieurs fois en ville, toujours accompagné de son frère Théophile, qui le suivait comme une ombre menaçante. Le regard d'Émile l'avait frappé. C'était celui d'un animal en cage, intelligent et conscient de sa condition, mais impuissant à y échapper. Le journaliste avait tenté à plusieurs reprises d'engager la conversation, mais Théophile intervenait systématiquement, entraînant son frère loin de toute interaction avec des étrangers. Un après-midi, alors qu'il flânait près de l'hôtel de ville, Adrien avait réussi à échanger quelques mots avec Émile. Théophile s'était momentanément éloigné pour acheter du pain, et le jeune fournier en avait profité pour s'approcher du journaliste. « Monsieur Valmont, » avait murmuré Émile d'une voix pressante, « vous qui venez de Paris, vous qui connaissez le monde, dites-moi, est-ce que tous les hommes vivent ainsi, enchaînés par des croyances qui étouffent toute pensée libre ?» Adrien avait été frappé par la détresse dans la voix du jeune homme, par le désespoir qui suintait de chaque mot. Avant qu'il ne puisse répondre, Théophile était réapparu, empoignant brutalement le bras de son frère. « Émile, père a dit, aucun contact avec les inconnus, surtout pas avec les journalistes parisiens qui répandent le poison de la libre pensée. » Émile s'était laissé entraîner sans résister, mais il avait lancé un dernier regard à Adrien, un regard qui hantait encore le journaliste. C'était un appel au secours silencieux, l'expression d'une âme en perdition. Dans les jours qui suivirent cette rencontre, Adrien avait commencé à enquêter discrètement sur la famille Fournier. Il avait appris que les grands-parents d'Auguste avaient effectivement péri lors des derniers soubresauts des persécutions religieuses. Non pas brûlés vifs, comme le prétendait Auguste, mais tués lors d'émeutes intercommunautaires. Cette histoire familiale avait forgé chez Auguste une vision manichéenne du monde, où les catholiques étaient des ennemis éternels et la moindre déviation de la foi protestante équivalait à une trahison mortelle. Le journaliste avait également découvert que Marguerite,
avant son mariage, avait été une jeune femme joyeuse et sociable. C'est l'union avec Auguste qui l'avait transformée en cette créature silencieuse et craintive. Plusieurs témoins se souvenaient de l'avoir vue avec des bleus sur les bras, des marques qu'elle dissimulait sous de longues manches, même en plein été. La veille du drame, une scène terrible s'était déroulée dans la maison Fournier. Théophile avait fouillé la chambre d'Émile, pendant que ce dernier travaillait au champ et avait découvert un livre interdit, Germinal, d'Émile Zola, récemment publié et considéré comme subversif par l'Église et les conservateurs. Lorsqu'Auguste avait été informé de cette découverte, sa colère avait atteint des sommets inégalés. Il avait convoqué toute la famille dans la salle à manger, disposé le livre au centre de la table comme une pièce à conviction dans un tribunal. « Zola !» avait-il craché, le visage déformé par la rage. « Cet apostate, cet ami des Juifs, ce défenseur de traîtres, tu oses amener cette ordure dans ma maison !» Émile, habituellement docile, avait cette fois-ci osé se défendre. Peut-être était-ce l'accumulation de semaines de brimades, peut-être le désespoir qui avait atteint un point de non-retour. Ce n'est qu'un livre, père. Un roman qui parle de la condition des mineurs, de l'injustice sociale. Où est le mal à vouloir comprendre le monde dans lequel nous vivons? Le silence qui avait suivi ces paroles avait été assourdissant. Auguste s'était levé lentement, sa haute silhouette projetant une ombre menaçante sur la table. D'une main tremblante de fureur, il avait saisi le livre et l'avait jeté dans la cheminée où brûlait un feu malgré la douceur de la saison. « Le mal, avait-il dit d'une voix glaciale en regardant les pages se consumer, c'est de croire que l'homme peut juger par lui-même ce qui est bien ou mal. C'est l'orgueil, le péché originel qui a causé la chute d'Adam. Tu ne comprends donc pas, mon fils, que je fais tout cela pour sauver ton âme. » « Mon âme ?» avait répliqué Émile, les larmes aux yeux devant la destruction de son livre. « Ou votre fierté, père, votre besoin de contrôler, de dominer, de vous ériger en juge au nom de Dieu. » La gifle avait résonné comme un coup de tonnerre. Auguste avait frappé son fils avec une violence telle qu'Émile était tombé à la renverse, sa lèvre éclatée saignant abondamment. Hélène avait poussé un cri, vite étouffé par la main de sa mère qui l'avait serré contre elle. Marc s'était recroquevillé dans un coin, terrifié. Seul Théophile était resté impassible, un léger sourire de satisfaction aux lèvres. « Tu passeras la nuit dans le cellier » avait décrété Auguste, à genoux, en prière. Peut-être que le froid et l'obscurité t'aideront à retrouver le chemin de la vraie foi. Émile s'était relevé avec dignité, essuyant le sang de sa bouche d'un revers de manche. Son regard, en croisant celui de son père, n'était plus celui d'un fils soumis, mais celui d'un homme qui venait de prendre une décision irréversible. Cette nuit-là, alors que le vent d'automne gémissait à travers les volets mal joints, Hélène n'avait pas réussi à trouver le sommeil. Elle entendait les sanglots étouffés de sa mère dans la chambre voisine, les prières obsessives de Théophile dans son alcôve, et plus faibles mais plus déchirants encore, les supplications d'Émile dans le cellier en contrebas. À l'aube, lorsqu'Auguste avait ouvert la porte du cellier, Émile n'y était plus. La petite fenêtre à barreaux avait été forcée, les barreaux métalliques tordus avec une force née du désespoir. Émile s'était enfui, laissant derrière lui une famille sous le choc et un père dont la rage allait bientôt se transformer en quelque chose de bien plus terrible encore. Mais Émile Fournier n'était pas allé bien loin. Son corps serait découvert moins de 24 heures plus tard, déclenchant une série d'événements qui transformeraient cette tragédie familiale en un cauchemar collectif pour toute la ville de Montpellier. D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. L'aube du 15 septembre 1898 se levait péniblement sur Montpellier, noyé dans une brume épaisse qui semblait refuser de se dissiper. Les premières lueurs du jour peinaient à percer le voile grisâtre qui recouvrait la campagne environnante, donnant au paysage une apparence fantomatique et oppressante. C'est dans cette atmosphère lugubre que Pierre Arnaud, un vigneron dont les terres jouxtaient la propriété des Fourniers, se rendit au champ pour inspecter ses vignes. Pierre était un homme simple, la soixantaine robuste, le visage tanné par des décennies passées sous le soleil du Languedoc.
Il connaissait chaque parcelle de son domaine comme le dos de sa main calleuse, chaque arbre, chaque bâtiment. C'est pourquoi il remarqua immédiatement que quelque chose clochait avec le vieux cellier en pierre qui se dressait à la frontière entre ses terres et celles des Fournier. La porte, habituellement fermée, était entr'ouverte, et un détail le fit frissonner malgré lui. Une corneille était perchée sur le toit de tuiles, observant l'intérieur du bâtiment avec l'intérêt morbide caractéristique des charognards. Pierre s'approcha lentement, une appréhension grandissante nouant son estomac. L'odeur lui parvint avant même qu'il n'atteigne la porte, une odeur âcre et douceâtre à la fois, celle qu'il n'avait sentie que trop souvent depuis qu'il avait servi comme brancardier pendant la guerre de 1870, l'odeur de la mort. La main tremblante, il poussa la porte qui grinça sinistrement sur ses gonds rouillés. Ce qu'il découvrit le fit reculer en titubant, le souffle coupé, avant qu'il ne vomisse son maigre petit déjeuner dans les herbes folles. Émile Fournier était suspendu à l'une des poutres maîtresses du cellier, une corde épaisse serrée autour du cou. Ses yeux étaient ouverts, vitreux, fixant un point invisible dans l'éternité. Son visage, déformé par l'asphyxie, avait pris une teinte violacée. Ses mains, qui pendaient le long de son corps, portaient des marques profondes, des entailles et des ecchymoses qui suggéraient une lutte désespérée. Mais ce qui avait provoqué le haut-le-cœur de Pierre, au-delà de l'horreur évidente de la scène, c'étaient les détails qui ne collaient pas. Le tabouret renversé sous le corps aurait pu suggérer un suicide, mais les traces dans la poussière du sol racontaient une toute autre histoire. Il y avait les empreintes de plusieurs personnes, des signes de lutte, et surtout, chose impossible pour un suicide, les mains d'Émile étaient attachées dans le dos par une fine cordelette qui avait mordu cruellement dans sa chair. Pierre Arnaud se précipita vers le village, courant à perdre haleine malgré son âge, criant pour alerter les autorités. Son passage sema la panique parmi les premiers paysans qui commençaient leur journée de labeur. En quelques minutes, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Un meurtre avait été commis. Le fils aîné des Fournier avait été assassiné. Le brigadier Alphonse Mercier, chef du petit poste de gendarmerie de Montpellier, arriva sur les lieux 1 heure plus tard, accompagné de ses 2 hommes, les gendarmes Bastien et Renaud. Mercier était un homme méthodique, approchant de la retraite, qui avait vu suffisamment de drames humains pour garder son sang-froid face aux pires horreurs. Mais même lui ne put réprimer un frisson en découvrant le corps d'Émile. « Coupez la corde », ordonna-t-il d'une voix rauque. « Descendez-le avec précaution, et que personne ne touche à rien d'autre. » Tandis que ces hommes s'exécutaient, Mercier entreprit d'examiner la scène avec l'attention d'un professionnel. Il nota la position du tabouret, les traces au sol, les mains ligotées. Son regard expérimenté s'attarda sur les marques sur le cou de la victime. En plus de la corde principale, il y avait des traces plus fines, des écorchures qui suggéraient qu'Émile avait été étranglé avant d'être pendu. Un montage, une mise en scène destinée à faire croire à un suicide. « C'est un meurtre !» déclara-t-il sans hésitation. « Un meurtre déguisé en suicide, et plutôt maladroitement. » Le docteur Philippe Garnier, médecin de la ville, arriva peu après, son air éternellement fatigué accentué par la gravité de la situation. À 45 ans, Garnier avait l'apparence d'un homme beaucoup plus âgé, épuisé par des années de pratique médicale, dans une région pauvre où la maladie et la mort étaient des compagnes quotidiennes. Son examen du corps confirma les soupçons du brigadier. « Regardez ici », dit-il en pointant du doigt les marques sur le cou d'Émile. Ces contusions sont antérieures à la pendaison. Il a été étranglé, probablement avec une corde plus fine, avant d'être suspendu avec celle-ci. Et voyez ses ongles. Il y a des débris sous plusieurs d'entre eux. Il s'est débattu, il a griffé son agresseur. « Où ces agresseurs ?» murmura Mercier en observant les multiples empreintes au sol. « Je dirais qu'ils étaient au moins 3, peut-être 4. » La nouvelle du meurtre atteignit la maison Fournier en milieu de matinée. Ce fut Adrien Valmont, le journaliste parisien qui se présenta à leur porte, précédant de peu les gendarmes.
Il avait entendu les rumeurs au village, et son instinct de journaliste lui avait fait pressentir que cette histoire allait prendre des proportions considérables. Ce fut Marguerite qui ouvrit la porte, son visage déjà pâle devenant livide, quand Adrien lui annonça la nouvelle. Elle ne pleura pas, ne cria pas. Elle se contenta de porter une main tremblante à sa bouche et de chanceler légèrement avant de se ressaisir. « Auguste !» appela-t-elle d'une voix blanche. « Il faut que tu viennes. » Le patriarche apparut dans l'encadrement de la porte, sa haute silhouette projetant une ombre inquiétante. Son visage resta impassible en écoutant les mots d'Adrien, mais ses mains se crispèrent sur le chambranle avec une force telle que ses jointures blanchirent. « Émile est mort, » dit-il finalement d'une voix monocorde. Ce n'était pas une question, mais une constatation, comme s'il avait déjà anticipé cette nouvelle. « Comment ? Il a été trouvé pendu dans le cellier près de vos terres, » répondit Adrien en observant attentivement les réactions du vieil homme. « Mais les gendarmes pensent qu'il s'agit d'un meurtre. » Un éclair passa dans les yeux d'Auguste, une émotion fugace que le journaliste ne parvint pas à identifier. De la douleur, de la culpabilité, ou quelque chose de plus complexe encore. « C'est la volonté de Dieu, » murmura Auguste. « Le châtiment pour son orgueil, pour sa rébellion. » Ces paroles glacèrent Adrien jusqu'aux os. Quel père pouvait parler ainsi de son fils assassiné? À cet instant, le journaliste comprit que cette affaire allait dépasser le simple cadre d'un meurtre sordide. Elle allait mettre à nu toutes les tensions religieuses, sociales et familiales qui couvaient sous la surface apparemment paisible de Montpellier. L'arrivée du brigadier Mercier et de ses hommes transforma la maison Fournier en théâtre d'interrogatoire. Mercier, malgré son expérience, se trouva déstabilisé par l'atmosphère qui régnait dans cette demeure. Le silence pesant, les regards fuyants, l'absence totale de manifestation de chagrin normal dans une famille venant de perdre un fils. « Monsieur Fournier, » commença Mercier d'un ton officiel, « je dois vous poser quelques questions concernant votre fils Émile. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? »« Hier soir, » répondit Auguste d'une voix monocorde. « Il s'était rebellé contre l'autorité paternelle. Je l'ai enfermé dans le cellier de la maison pour qu'il médite sur ses péchés. »« Vous l'avez enfermé ?» répéta Mercier, incrédule. « Un homme de 22 ans? Un homme qui vivait sous mon toit, selon mes règles, » rétorqua Auguste sans la moindre trace de remords. « Un fils qui avait trahi sa foi, qui lisait des livres impies, qui fréquentait des catholiques. Il avait besoin de discipline, de temps pour retrouver le droit chemin. Et ce matin, quand avez-vous constaté sa disparition? À l'aube, la fenêtre du cellier avait été forcée. Je pensais qu'il avait fui, qu'il avait rejoint ses amis catholiques. » Auguste cracha ce dernier mot comme un poison. « Je ne savais pas qu'on l'avait tué. » Mercier se tourna vers Marguerite. « Madame Fournier, aviez-vous connaissance de cet enfermement ?» Marguerite hocha la tête presque imperceptiblement, les yeux rivés au sol. « Mon mari a toujours agi pour le bien de nos enfants. »« Le bien ?» La voix du brigadier trahit une pointe d'indignation. « Madame, votre fils est mort assassiné, probablement peu après s'être enfui du cellier où son père l'avait enfermé. Vous ne trouvez pas cela troublant ?» Le silence qui suivit fut éloquent. Théophile, qui se tenait dans un coin de la pièce, intervint alors pour la première fois. « Mon frère était faible, » dit-il d'une voix dénuée d'émotion. « Il a été tenté par le péché, par le monde profane. Père tentait de sauver son âme, mais Émile était déjà trop corrompu. »« Monsieur, » s'emporta Mercier en se tournant vers le jeune homme, « vous parlez de votre frère, assassiné. Où est votre compassion, votre humanité ?»« Ma compassion va à son âme égarée, » répliqua Théophile avec un calme déconcertant. « Quant à son corps, ce n'est qu'une enveloppe charnelle temporaire. » L'interrogatoire se poursuivit pendant des heures, révélant progressivement le tableau d'une famille dysfonctionnelle, prisonnière d'un fanatisme religieux qui avait transformé l'amour en tyrannie, la foi en instrument de contrôle. Hélène, interrogée séparément, éclata finalement en sanglots. « Mon frère voulait juste vivre !» hurla-t-elle, toute sa douleur contenue explosant soudainement. « Il ne voulait pas faire de mal, il voulait juste lire, apprendre, respirer, et maintenant il est mort,
et personne ne pleure, personne ne semble s'en soucier. Mercier posa une main paternelle sur l'épaule de la jeune fille. « Qui a tué votre frère, Hélène? Avez-vous vu quelque chose, entendu quelque chose ?» Mais Hélène secoua la tête, terrifiée. « Je ne sais pas, je ne sais rien. J'ai entendu des bruits cette nuit, des voix, mais je n'ai pas osé sortir de ma chambre. J'avais trop peur de père. » Le brigadier Mercier quitta la maison Fournier avec la certitude que le meurtrier se trouvait dans cette famille ou très proche d'elle. Les circonstances, le mobile, les opportunités, tout désignait Auguste Fournier comme le suspect principal. Un père tyrannique poussé par un fanatisme religieux extrême qui aurait pu décider que la mort de son fils valait mieux que son apostasie. Mais Mercier était un homme prudent. Il savait que dans cette ville déchirée par les tensions religieuses, une accusation aussi grave nécessitait des preuves solides. Il ordonna une surveillance discrète de la maison Fournier et demanda au docteur Garnier un examen approfondi du corps. Ce que Garnier découvrit lors de cet examen allait compliquer considérablement l'affaire. Sous les ongles d'Émile, il trouva non seulement de la peau humaine, indiquant qu'il avait griffé son agresseur, mais aussi des fibres de tissu distinctives, un mélange de laine noire et de coton blanc, exactement le type de tissu utilisé pour les soutanes de prêtres. « Vous comprenez ce que cela signifie ?» demanda Garnier au brigadier en lui montrant les échantillons soigneusement préservés. Soit un prêtre catholique était impliqué, soit quelqu'un portait une soutane pour faire croire à l'implication d'un prêtre. Ou, ajouta Mercier pensivement, quelqu'un voulait transformer ce meurtre en incident religieux, attiser les tensions entre catholiques et protestants. La nouvelle de cette découverte se répandit rapidement, malgré les tentatives de Mercier pour garder l'information confidentielle. En quelques heures, tout Montpellier était en ébullition. Les protestants accusaient les catholiques d'avoir tué Émile, parce qu'il s'était approché d'une église catholique. Les catholiques, outragés, rétorquaient que c'était un montage orchestré par les protestants pour les discréditer. L'abbé Fontaine, le curé bedonnant, organisa une réunion d'urgence avec ses paroissiens. « C'est une calomnie », tonna-t-il depuis l'autel. « Ils tentent de nous salir, de nous faire porter le poids de leur propre violence. Aucun serviteur de Dieu n'aurait commis un tel acte. » De leur côté, les protestants se réunissaient dans leur temple austère, écoutant le pasteur Mathieu Renard les exhorter à la vigilance. « Nos frères ont été persécutés pendant des siècles, rappelait-il, et maintenant ils recommencent. Le meurtre d'Émile Fournier est un message, un avertissement. Ils veulent nous faire peur, nous faire taire. Mais nous ne céderons pas. » Adrien Valmont, observant tout cela avec son œil de journaliste, voyait la situation lui échapper. Ce qui aurait dû être une enquête criminelle se transformait en conflit communautaire. Les faits étaient noyés sous les préjugés, la vérité étouffée par les passions religieuses. Il décida de mener sa propre enquête. Cette nuit-là, il retourna au cellier, où le corps avait été découvert, muni d'une lanterne et d'un carnet de notes. Il examina chaque centimètre de la scène, cherchant des détails que les gendarmes auraient pu manquer. C'est ainsi qu'il découvrit, coincé entre deux pierres du mur, un petit bout de tissu déchiré. Pas de laine noire et de coton blanc comme celui trouvé sous les ongles d'Émile, mais un morceau de lin beige, ordinaire, du type que portaient la plupart des paysans et des artisans de la région. Il découvrit également, en examinant les traces au sol à la lumière rasante de sa lanterne, quelque chose qui avait échappé aux autorités. Les empreintes ne correspondaient pas seulement à des bottes d'hommes adultes. Il y avait aussi, très nettement, l'empreinte d'une chaussure plus petite, peut-être celle d'un adolescent ou d'une femme de petite taille. Ces découvertes troublèrent profondément Adrien. Elles suggéraient que le meurtre d'Émile n'était peut-être pas l'œuvre d'un prêtre catholique, ni même d'un fanatique religieux isolé, mais quelque chose de plus complexe, de plus insidieux. Une conspiration impliquant plusieurs personnes, dont au moins une était inattendue. Le lendemain, les funérailles d'Émile se déroulèrent dans une atmosphère tendue. Auguste avait refusé que son fils soit enterré dans le cimetière protestant, déclarant qu'un rebelle ne méritait pas de reposer avec les fidèles. Finalement,
Après l'intervention du brigadier Mercier, un compromis fut trouvé. Émile serait enterré dans une parcelle isolée, à la lisière du cimetière, un espace symboliquement rejeté par sa propre communauté. La cérémonie fut d'une tristesse infinie. Seuls quelques curieux et Adrien Valmont assistèrent à l'inhumation. La famille Fournier était absente. Auguste avait déclaré qu'il ne pleurerait pas un fils qui avait trahi Dieu. Mais alors que le cercueil était descendu dans la terre, une silhouette voilée apparut à distance, observant la scène depuis l'ombre d'un cyprès. Adrien, dont le regard attentif ne manquait jamais un détail, reconnut la silhouette menue de Marguerite Fournier. Elle était venue seule, en cachette, pleurer le fils que son mari avait renié. Le journaliste s'approcha discrètement. « Madame Fournier », murmura-t-il doucement. Elle sursauta, se retourna vers lui, le visage ravagé par les larmes sous son voile noir. « Vous ne comprenez pas », chuchota-t-elle d'une voix brisée. « Rien de tout cela ne devait arriver. C'était censé être différent. Émile devait juste... Il devait juste obéir. Qui a tué votre fils, Madame Fournier ?» demanda Adrien avec urgence. « Était-ce votre mari ?» Marguerite secoua la tête violemment, ses mains tremblantes agrippant son châle. « Je ne peux rien dire. Si je parle, tout sera détruit. Ils me détruiront. »« Ils » releva immédiatement Adrien. « Qui sont ils » Mais Marguerite s'était déjà enfuie, disparaissant entre les tombes comme un fantôme, laissant Adrien avec plus de questions que de réponses. L'enquête du brigadier Mercier piétinait. Il avait interrogé tous les témoins possibles, examiné toutes les pistes, mais se heurtait à un mur de silence. Les Fournier refusaient de coopérer pleinement, invoquant leur droit à la vie privée et leur foi comme bouclier contre les questions trop insistantes. Puis, 3 jours après le meurtre, un événement inattendu fit basculer l'affaire dans une nouvelle dimension d'horreur et de mystère. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Le 4e jour après le meurtre d'Émile, Montpellier se réveilla sous un ciel d'un gris métallique, lourd de menaces orageuses. L'atmosphère électrique semblait refléter la tension qui montait inexorablement dans la ville. Les rumeurs allaient bon train, chaque groupe religieux accusant l'autre. Les langues se déliaient dans les tavernes, déformant les faits au gré des passions. C'est ce matin-là que Marc Fournier, le plus jeune fils de la famille, se présenta seul au bureau du brigadier Mercier. Le garçon de 14 ans était dans un état pitoyable, les cheveux en désordre, les vêtements froissés, le visage marqué par l'insomnie et quelque chose de plus profond encore, une terreur qui habitait ses yeux. « Monsieur le brigadier » bégaya-t-il en franchissant le seuil du poste de gendarmerie, « je dois vous parler. Je sais qui a tué mon frère. » Mercier, qui était en train de compulser pour la énième fois le dossier de l'affaire, leva brusquement la tête. « Marc, que fais-tu ici? Ton père sait-il que tu es venu ?» Le garçon secoua la tête avec véhémence. « Non, et il ne doit jamais le savoir. S'il découvre que je suis venu, il me tuera, il tuera toute la famille. » Le brigadier referma soigneusement la porte de son bureau et fit asseoir le jeune garçon. « Calme-toi, Marc. Tu es en sécurité ici. Maintenant, raconte-moi tout ce que tu sais. » Ce que Marc révéla au cours de l'heure suivante allait transformer complètement la compréhension de l'affaire, révélant une vérité bien plus sombre et complexe que tout ce que Mercier avait pu imaginer. « Ce n'est pas mon père qui a tué Émile, » commença Marc d'une voix tremblante. « Enfin, pas directement. C'est plus compliqué que ça. » Il prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Vous devez comprendre comment les choses fonctionnent dans notre famille. Mon père est tyrannique, oui, mais il y a quelque chose de pire encore, le Conseil des Anciens. Le Conseil des Anciens ? Répéta Mercier, perplexe. De quoi parles-tu ? Marc expliqua alors l'existence d'un groupe secret au sein de la communauté protestante de Montpellier. Pas la communauté officielle, celle qui fréquentait le temple et menait une vie relativement normale, mais une faction clandestine, ultra-orthodoxe, qui se réunissait dans des caves, loin des regards, pour pratiquer une forme extrême de foi. Ils se considèrent comme les derniers vrais croyants, dit Marc, les gardiens de la foi pure, non corrompus par la modernité.
Mon père en fait partie. Théophile aussi, depuis ses 18 ans. Ils se réunissent chaque semaine, parfois plus souvent, pour prier, pour juger, pour punir. Punir qui? Demanda Mercier, une boule d'angoisse se formant dans son estomac. Ceux qu'ils considèrent comme des traîtres à la foi. Les protestants qui deviennent trop amicaux avec les catholiques. Ceux qui lisent des livres interdits, ceux qui remettent en question les dogmes. Ils ont un système. D'abord, un avertissement, puis l'isolement social. Si cela ne suffit pas, ils passent à des mesures plus extrêmes. Marc baissa les yeux, la honte et la terreur se mêlant sur son visage juvénile. Émile avait reçu plusieurs avertissements, mais il continuait à lire, à poser des questions, à fréquenter Lucien Bertrand. Alors, le conseil a décidé qu'il devait être puni. Puni comment? La voix de Mercier était devenue un murmure horrifié. La nuit où Émile s'est échappé du cellier, il n'est pas allé loin. Théophile l'attendait. Il savait qu'Émile tenterait de fuir, et il n'était pas seul. Il y avait 3 autres hommes du conseil. Marc décrivit alors en détail ce qui s'était passé cette nuit-là, des détails qu'il avait appris en écoutant aux portes, en surprenant des conversations chuchotées, en assemblant des fragments d'informations comme un puzzle macabre. Émile, après s'être échappé, avait couru vers le vieux cellier en pierre, pensant y trouver refuge, avant de fuir définitivement au lever du jour. Mais Théophile l'y attendait, accompagné de 3 membres du conseil, Josué Marin, le boulanger protestant, un homme massif aux mains comme des battoirs, Samuel Blanc, le charpentier, un ascète maigre au regard fanatique, et Gabriel Serre, le maître d'école protestant, un intellectuel qui avait perverti sa connaissance au service d'une idéologie extrémiste. Il voulait juste lui faire peur au début, expliqua Marc, les larmes coulant librement sur ses joues, le forcer à se repentir, à jurer fidélité à leur vision de la foi. Mais Émile a refusé. Il leur a dit qu'il préférait mourir plutôt que de vivre comme eux, enfermés dans la peur et la haine. Alors, ils l'ont tué, conclut Mercier, la nausée montant en lui. Marc hocha la tête. Gabriel Serre a dit que c'était la volonté de Dieu, que parfois, pour préserver la pureté de la foi, il fallait sacrifier les brebis galeuses. Théophile a été le premier à poser ses mains sur le cou d'Émile. Les autres l'ont rejoint. Ils l'ont étranglé ensemble, comme une sorte de rituel collectif, partageant la culpabilité pour qu'aucun ne soit plus coupable que l'autre. Le brigadier Mercier se leva brusquement, faisant tomber sa chaise. La rage et l'horreur bouillonnaient en lui. « Et ton père, où était-il pendant ce temps ?»« À la maison, en prière, » répondit Marc. Il savait ce qui allait se passer. Il avait donné son accord, mais il n'était pas là physiquement. C'est sa manière à lui de se dédouaner, de dire qu'il n'a pas de sang sur les mains. Et ta mère? Elle ne savait rien jusqu'à ce que Théophile rentre au petit matin, les vêtements tachés de terre et d'autres choses. Elle a compris immédiatement. C'est pour ça qu'elle est venue aux funérailles en cachette. La culpabilité la dévore, mais elle a trop peur pour parler. Mercier posa une main ferme sur l'épaule du garçon. Tu as fait preuve d'un grand courage en venant ici, Marc. Maintenant, je dois te poser une question cruciale. Acceptes-tu de témoigner officiellement de tout ce que tu viens de me dire? Marc pâlit encore davantage, si c'était possible. Si je témoigne, ils me tueront. Pas immédiatement, mais tôt ou tard. Le Conseil ne tolère pas les traîtres. Je te protégerai, promit Mercier. Je te donne ma parole d'honneur. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Mercier, armé du témoignage de Marc et d'un mandat signé à la hâte par le juge Olivier Perrin, lança une série d'arrestations simultanées. À l'aube du 5e jour, Théophile Fournier, Josué Marin, Samuel Blanc et Gabriel Serre furent appréhendés à leur domicile et conduits au poste de gendarmerie. Auguste Fournier fut également arrêté, accusé de complicité de meurtre. Lorsque les gendarmes vinrent le chercher, il ne résista pas, se contentant de fixer son fils cadet avec un regard de pure haine. « Judas » siffla-t-il entre ses dents. « Tu as vendu ton frère pour 30 pièces d'argent. »« Non » répliqua Marc avec une bravoure nouvelle. « J'ai dit la vérité pour que justice soit faite pour Émile.
C'est vous qui l'avez vendu, père. Vous et votre foi dévoyée. Les interrogatoires révélèrent progressivement l'ampleur de l'horreur. Confrontés aux témoignages de Marc et aux preuves matérielles, les membres du conseil finirent par craquer les uns après les autres, chacun tentant de minimiser son rôle, de rejeter la responsabilité sur les autres. Gabriel Serre, l'intellectuel, essaya de justifier leur acte par une argumentation théologique complexe, citant des passages obscurs de l'Ancien Testament sur le châtiment des apostates. Mais ces rationalisations sonnaient creux face à la réalité brutale. Ils avaient assassiné un jeune homme innocent dont le seul crime était de vouloir penser par lui-même. Josué Marin, le boulanger massif, éclata en sanglots lors de son interrogatoire, avouant qu'il n'avait jamais voulu en arriver là, qu'il avait été entraîné par les autres, que la pression du groupe l'avait poussé à faire quelque chose qu'il regrettait amèrement maintenant. Samuel Blanc, le charpentier ascétique, refusa catégoriquement de montrer le moindre remords. « Nous avons fait ce qui était nécessaire », répéta-t-il inlassablement. « Le mal doit être extirpé à la racine. » Mais c'est Théophile qui révéla le détail le plus glaçant. Interrogé par Mercier sur ses sentiments lors du meurtre de son propre frère, il répondit d'une voix dénuée de toute émotion. « Je n'ai ressenti que de la satisfaction. Émile était une tache sur l'honneur de notre famille. En le purifiant par la mort, je lui ai rendu service. Son âme, débarrassée de son corps pécheur, pourra peut-être encore trouver le salut. » Cette déclaration glaça d'effroi tous ceux qui l'entendirent. Comment un être humain pouvait-il être dépourvu à ce point d'empathie, de compassion fraternelle? Le fanatisme religieux, comprirent-ils alors, était capable de transformer les hommes en monstres sans conscience. Adrien Valmont, qui avait été autorisé à assister aux interrogatoires en tant qu'observateur, prenait frénétiquement des notes. Cette histoire, il le savait, allait secouer non seulement Montpellier, mais toute la France. C'était un exemple parfait de la manière dont l'extrémisme religieux, qu'il soit catholique ou protestant, pouvait pervertir les enseignements d'amour et de compassion en instruments de haine et de mort. Mais alors que l'enquête semblait se diriger vers une conclusion claire, avec des aveux et des preuves tangibles, un événement inattendu vint tout compliquer à nouveau. Hélène Fournier, la sœur d'Émile, disparut. Elle avait quitté la maison familiale 2 jours après l'arrestation de son père et de Théophile, et personne ne l'avait revue depuis. Sa mère, Marguerite, maintenant seule avec le jeune Marc dans la grande maison vide, était dans un état de panique absolue. « Elle est partie le matin », expliqua-t-elle à Mercier, sa voix habituellement timide montant dans les aigus de l'hystérie. « Elle a laissé un mot disant qu'elle ne pouvait plus supporter de vivre dans cette maison maudite, qu'elle allait chercher la vérité ailleurs. Qu'est-ce que cela signifie? Quelle vérité ?» Mercier et Adrien échangèrent un regard inquiet. La disparition d'Hélène ajoutait une nouvelle couche de mystère à une affaire qui semblait déjà résolue. Que savait-elle qu'elle n'avait pas révélé? Où était-elle allée? La réponse vint 3 jours plus tard, de la manière la plus inattendue. Hélène réapparut, accompagnée d'un homme que personne à Montpellier ne connaissait. C'était Lucien Bertrand, le jeune catholique qu'Émile avait fréquenté, celui-là même dont l'amitié avec Émile avait déclenché toute cette tragédie. Et il apportait avec lui un témoignage qui allait révéler une dernière et terrible vérité. « Oh, mon frère n'a pas été tué uniquement pour ses lectures et ses questions », déclara Hélène devant le brigadier Mercier, Adrien Valmont et plusieurs témoins rassemblés en urgence. Il y avait une autre raison, une raison que le Conseil des Anciens voulait désespérément cacher. Elle se tourna vers Lucien, lui prenant la main pour puiser du courage. « Dites-leur », l'encouragea-t-elle. Lucien Bertrand, un jeune homme au visage honnête et aux yeux tristes, prit une profonde inspiration. Émile et moi étions amis, oui, mais nous étions aussi en possession de documents compromettants sur le Conseil des Anciens. Des documents qui prouvaient que leur fanatisme n'était pas seulement religieux, mais aussi financier. Il sortit de sa sacoche une liasse de papier jauni, des registres comptables, des lettres. Le Conseil détournait les fonds destinés à l'aide aux pauvres de la communauté protestante.
Pendant des années, ils ont accumulé une petite fortune, prétendument pour la préservation de la foi, mais en réalité pour leur enrichissement personnel. Gabriel Serre, le maître d'école, était le trésorier. Josué Marin et Samuel Blanc profitaient de cet argent pour leur commerce. Émile avait découvert cela par hasard, continua Hélène. Il gardait les comptes pour père, et il a remarqué des incohérences. Quand il a commencé à poser des questions, Théophile l'a menacé. Mais Émile, au lieu de se taire, a confié ses documents à Lucien, lui demandant de les garder en sécurité. C'est la vraie raison pour laquelle ils l'ont tué, conclut Lucien, sa voix tremblant de colère contenue. Pas pour préserver la pureté de leur foi, mais pour protéger leurs secrets, leur corruption. L'histoire de l'apostasie n'était qu'un prétexte commode, une justification qui résonnait avec la mentalité de la communauté. Le silence qui suivit cette révélation fut total. Même Mercier, qui croyait avoir tout vu et tout entendu au cours de sa longue carrière, était abasourdi. L'affaire venait de basculer d'un crime passionnel religieux à quelque chose de bien plus sordide. Un meurtre pour protéger une escroquerie financière. Les documents furent examinés par un expert comptable mandaté par le juge Perrin. Son rapport confirma les accusations. Pendant au moins 5 ans, le Conseil des Anciens avait détourné des sommes considérables, laissant les véritables pauvres de la communauté dans le dénuement le plus total. Confrontés à ces nouvelles preuves, les accusés ne purent plus maintenir leur façade de justiciers religieux. Gabriel Serre, particulièrement, s'effondra, avouant que l'argent lui avait permis d'acheter une seconde maison sous un faux nom, à Nîmes. Josué Marin admit avoir utilisé les fonds pour rénover sa boulangerie et éliminer ses concurrents en pratiquant des prix artificiellement bas. Auguste Fournier, quant à lui, maintint son innocence quant au meurtre lui-même, mais dut admettre sa connaissance du détournement de fonds. « Je croyais que c'était pour une bonne cause », plaida-t-il faiblement, « pour protéger notre communauté des influences catholiques, pour maintenir notre identité. Votre fils, qui allait révéler cette corruption, devait mourir pour cela, » demanda Mercier avec dégoût. « Vous appelez cela de la foi? Moi, j'appelle cela de la cupidité et de la lâcheté. » L'affaire Fournier, comme on l'appelait maintenant dans toute la presse française, était devenue un symbole. Un symbole des dangers du fanatisme religieux, certes, mais aussi de la corruption qui peut se cacher derrière les façades les plus respectables, de la manière dont le pouvoir et l'argent peuvent pervertir même les institutions censées représenter les valeurs morales les plus élevées. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Le procès des meurtriers d'Émile Fournier s'ouvrit 6 semaines après son assassinat, le 28 octobre 1888, dans la salle d'audience du palais de justice de Montpellier. L'événement avait pris une ampleur nationale, attirant des journalistes de Paris, Lyon et même Bordeaux. Adrien Valmont, dont les articles pour le Petit Méridional avaient révélé tous les détails sordides de l'affaire, était devenu une célébrité, sollicité par les grands journaux parisiens pour ses analyses. La salle d'audience était bondée, une foule compacte se pressant contre les barrières, avide de voir les accusés, d'entendre leurs justifications, de juger par elle-même ces hommes qui avaient transformé la foi en arme meurtrière. La tension entre catholiques et protestants, initialement exacerbée par le meurtre, s'était quelque peu apaisée maintenant que la vérité était connue. Les deux communautés se trouvaient unies, pour une fois, dans leur condamnation des actes du Conseil des Anciens. Les 5 accusés entrèrent dans la salle enchaînée, escortés par une douzaine de gendarmes. Auguste Fournier marchait en tête, son visage émacié gardant une expression de défi hautain malgré les semaines passées en cellule. Théophile le suivait, les yeux fixés droit devant lui, refusant de regarder les spectateurs qui le huaient. Gabriel Serre, Josué Marin et Samuel Blanc fermèrent la marche, chacun portant sur son visage les marques différentes de la culpabilité. La résignation pour Serre, la peur pour Marin, la fureur impuissante pour Blanc. Le président du tribunal, juge Henri Deschamps, était un homme d'une 60aine d'années, respecté dans toute la région pour son intégrité et sa sagesse.
Son visage sévère mais juste inspirait la confiance. Il ouvrit la session d'une voix ferme qui résonna dans le silence soudain de la salle. « Messieurs les jurés, messieurs les accusés, mesdames et messieurs du public, nous sommes réunis aujourd'hui pour juger un crime d'une gravité exceptionnelle. Non seulement un jeune homme innocent a été assassiné, mais ce meurtre a été perpétré au nom de la foi, cette même foi qui devrait nous enseigner l'amour et le pardon. Nous allons, au cours de ce procès, établir les faits, entendre les témoins et rendre justice à la mémoire d'Émile Fournier. » Le procureur, maître François Duval, un homme austère aux cheveux grisonnants, présenta l'accusation avec une précision chirurgicale. Il décrivit la vie d'Émile, un jeune homme brillant et curieux, étouffé par un environnement familial oppressant. Il détailla les événements menant à son assassinat, s'appuyant sur le témoignage de Marc Fournier, les aveux des accusés et les preuves matérielles. « Ce que nous avons devant nous, » déclara Duval en balayant du regard les accusés, « n'est pas seulement un meurtre, mais un système organisé de terreur et de contrôle. Le soi-disant Conseil des Anciens n'était rien d'autre qu'une organisation criminelle, utilisant la religion comme couverture pour leur corruption et leur soif de pouvoir. Émile Fournier est mort parce qu'il menaçait d'exposer cette corruption, et sa mort a été justifiée post facto par des arguments religieux fallacieux. Le témoignage le plus poignant fut celui de Marc Fournier. À 14 ans, il dut faire face à ses bourreaux de père et de frère, raconter devant une salle, comble, comment sa famille s'était transformée en chambre de torture psychologique, comment l'amour avait été remplacé par la peur, la foi par le fanatisme. « Mon père nous disait que nous étions choisis, » dit Marc, sa jeune voix résonnant clairement dans le silence attentif de la salle. « Que nous étions l'élite spirituelle, les gardiens de la vraie foi. Mais tout ce que je voyais, c'était de la haine pour ceux qui pensaient différemment, de la haine pour ceux qui posèrent des questions, de la haine même pour nous, ses propres enfants, si nous ne correspondions pas à son idéal impossible. » Quand vint le tour de Marguerite Fournier de témoigner, elle se présenta à la barre comme une ombre, fragile et brisée. Sa voix était à peine audible, et le juge dut lui demander à plusieurs reprises de parler plus fort. « Je savais que quelque chose de terrible allait arriver, » chuchota-t-elle. « Je le sentais dans mes os, mais j'avais trop peur de mon mari pour intervenir. J'ai été une lâche, et maintenant mon fils est mort à cause de ma lâcheté. » Hein, Madame Fournier, demanda le procureur avec une douceur surprenante, votre mari vous a-t-il déjà frappé, maltraité physiquement ou psychologiquement? Marguerite hésita longuement avant de hocher la tête. Lentement, avec des gestes tremblants, elle retroussa ses manches, révélant des cicatrices anciennes et récentes sur ses avant-bras. Un murmure d'horreur parcourut la salle. Il disait que c'était pour mon bien, expliqua-t-elle, les larmes coulant librement. Que chaque coup me rapprochait de Dieu, me purifiait de mes péchés de femme. Je croyais que si j'étais assez obéissante, assez silencieuse, il finirait par être satisfait. Mais ça n'a jamais été suffisant. Hélène Fournier témoigna également, décrivant une enfance marquée par une surveillance constante, une atmosphère de terreur perpétuelle, l'impossibilité de s'exprimer librement ou d'avoir des rêves personnels. Émile était différent, dit-elle, sa voix se brisant. Il osait rêver. Il me racontait des histoires du monde extérieur, me parlait des livres qu'il lisait en cachette. Il me promettait qu'un jour, nous serions libres tous les deux, que nous pourrions vivre une vie normale. Mais ils l'ont tué pour cela, pour avoir osé imaginer une vie au-delà des barreaux de leur prison mentale. La défense, menée par maître Antoine Girard, un avocat compétent mais clairement mal à l'aise avec la cause qu'il devait défendre, tenta de plaider les circonstances atténuantes. Il argua que ses clients avaient agi sous l'emprise d'une conviction religieuse sincère, aussi déviante soit-elle, et qu'ils méritaient une certaine clémence. « Mes clients ne sont pas des criminels ordinaires », plaida-t-il. Ce sont des hommes de foi qui ont été égarés par une interprétation extrême des Écritures. Ils croyaient sincèrement agir pour le bien supérieur de leur communauté. Mais cet argument ne convainquit personne.
Le procureur Duval, dans sa réplique, démolit méthodiquement cette défense. « La foi sincère ne justifie pas le meurtre », tonna-t-il. « Si nous acceptons cet argument, alors nous ouvrons la porte à toutes les atrocités commises au nom de la religion. Non, messieurs les jurés, ces hommes savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils ont choisi de protéger leur corruption financière en sacrifiant un innocent, et ils ont utilisé la religion comme écran de fumée. » Le moment le plus tendu du procès survint lorsque Auguste Fournier fut appelé à la barre. Le patriarche, amaigri et vieilli par les semaines de prison, maintint néanmoins son attitude hautaine. « Regrettez-vous la mort de votre fils ?» lui demanda directement le juge Deschamps. Auguste garda le silence pendant un long moment, puis, d'une voix dénuée d'émotion, « Je regrette qu'il n'ait pas su rester sur le droit chemin. S'il avait obéi, s'il avait maintenu sa foi, rien de tout cela ne serait arrivé. Donc vous ne regrettez pas ?» insista le juge, incrédule. « Je regrette la nécessité de sa mort, » répondit Auguste, « mais pas sa mort elle-même. Parfois, un membre gangrené doit être amputé pour sauver le corps. Émile était devenu gangrène spirituelle. » Un cri d'horreur et de rage jaillit de l'assistance. Des gens se levèrent, hurlant leur dégoût. Le juge dut frapper de son marteau pendant plusieurs minutes pour rétablir l'ordre. Théophile, interrogé sur ses sentiments lors du meurtre, répéta essentiellement ce qu'il avait dit lors de son interrogatoire initial, qu'il avait ressenti de la satisfaction, qu'il avait sauvé l'âme de son frère en libérant celle-ci de son corps pécheur. Les autres accusés, confrontés à la réalité de leurs actes et à l'opinion publique unanimement hostile, montrèrent plus de remords. Josué Marin pleura ouvertement, suppliant le pardon de la famille d'Émile. Samuel Blanc maintint son silence buté, mais son regard ne reflétait plus la conviction fanatique du début, seulement de la peur. Gabriel Serre tenta de jouer la carte intellectuelle, développant une argumentation théologique complexe pour justifier leurs actes. Mais face aux questions pointues du procureur et du juge, sa défense s'effondra, révélant ce qu'elle était vraiment, une rationalisation a posteriori d'un acte motivé par la cupidité et la peur d'être exposé. Le procès dura 8 jours pendant lesquels toute la France suivit avec fascination et horreur le déroulement de cette affaire qui mettait à nu les dangers de l'extrémisme religieux et de la tyrannie familiale. Les plaidoiries finales furent mémorables. Le procureur Duval, dans un discours de 2 heures qui fut largement reproduit dans la presse nationale, traça un réquisitoire cinglant contre le fanatisme sous toutes ses formes. « Ce procès n'est pas seulement celui de 5 hommes, » conclut-il. « C'est le procès d'une mentalité, d'un système de pensée qui transforme l'amour en haine, la foi en tyrannie, la famille en prison. Émile Fournier est mort pour avoir voulu penser librement, pour avoir refusé de courber l'échine devant un despotisme intellectuel et spirituel. Si nous ne condamnons pas fermement ces meurtriers, nous envoyons le message que la liberté de pensée, la liberté de conscience, ne valent rien face aux dogmes rigides de quelques fanatiques. » Le jury se retira pour délibérer. Il revint moins de 3 heures plus tard, un temps inhabituellement court qui témoignait de l'unanimité de leur verdict. « Coupable !» annonça le chef du jury, « coupable de meurtre avec préméditation. » La foule explosa en applaudissements et en cris de soulagement. Justice, enfin, serait rendue à Émile Fournier. Le juge Deschamps prononça les sentences 2 jours plus tard. Sa voix était grave, chargée de l'immense responsabilité de son rôle. « Auguste Fournier, vous êtes condamné à mort pour complicité de meurtre avec préméditation. Votre refus de montrer le moindre remords, votre justification continue de cet acte abominable, démontre que vous représentez un danger permanent pour la société. Théophile Fournier, vous êtes condamné à mort pour meurtre avec préméditation. Vous avez tué votre propre frère de sang-froid, sans la moindre pitié. Gabriel Serre, Josué Marin, Samuel Blanc, vous êtes condamnés aux travaux forcés à perpétuité en Guyane française. Vos vies seront consacrées à expier votre crime dans la chaleur et l'isolement de cette terre lointaine.
Auguste et Théophile furent exécutés par guillotine le 15 novembre 1898, un mois après leur condamnation. L'exécution eut lieu à l'aube, devant une foule immense venue assister à ce qu'elle considérait comme un acte de justice divine. Auguste mourut comme il avait vécu, inflexible et sans repentir. Ses derniers mots, lancés à la foule depuis l'échafaud, furent « Vous me tuez, mais ma foi reste pure. L'histoire me donnera raison. » Théophile, en revanche, sembla finalement réaliser l'horreur de ce qu'il avait fait dans ses derniers instants. Avant que la lame ne tombe, il cria « Émile, pardonne-moi !» Mais il était trop tard pour le pardon. Les 3 autres condamnés furent embarqués sur un navire direction la Guyane. Ils n'en revinrent jamais. Gabriel Serre mourut de fièvre jaune moins d'1 an après son arrivée. Josué Marin périt dans un accident au bagne. Seul Samuel Blanc survécut, croupissant pendant des décennies dans l'enfer tropical du bagne, son corps détruit par le labeur forcé, son esprit rongé par les remords ou la folie. Personne ne put jamais vraiment le déterminer. Mais l'histoire de la famille Fournier ne se termina pas avec l'exécution et l'exil. Il restait Marguerite, Marc et Hélène, 3 survivants marqués à jamais par le drame qui avait détruit leur famille. Marguerite ne se remit jamais de la perte de son fils et de l'exécution de son mari et de son autre fils. Malgré toutes les souffrances qu'Auguste lui avait infligées, elle l'avait aimé d'une certaine manière tordue, et sa mort laissa un vide qu'elle ne parvint jamais à combler. Elle mourut moins de 2 ans après le procès. Certains disaient de chagrin, d'autres disaient qu'elle s'était simplement laissée dépérir, renonçant à vivre dans un monde qu'elle ne comprenait plus. Marc fut recueilli par une famille protestante de Nîmes, des gens modérés et bienveillants qui lui offrirent l'éducation et l'affection dont il avait été privé. Il devint plus tard professeur de littérature, consacrant sa vie à enseigner aux jeunes l'importance de la pensée critique et de la résistance aux dogmes oppressifs. Il ne parla jamais publiquement de son rôle dans l'affaire Fournier. Mais ceux qui le connaissaient bien voyaient dans ses yeux une tristesse qui ne s'effaça jamais complètement. Hélène s'enfuit loin de Montpellier, refusant de porter plus longtemps le nom maudit de Fournier. Elle changea d'identité, recommença une nouvelle vie ailleurs, tentant désespérément d'oublier les horreurs de son enfance. Certains disent qu'elle se maria et eut des enfants, d'autres qu'elle entra au couvent, cherchant dans une forme différente de foi une rédemption pour les péchés de sa famille. La vérité se perdit dans les brumes du temps. Quant à la propriété des Fournier, elle resta abandonnée. Personne ne voulait racheter cette terre maudite, cette maison hantée par trop de souffrances. Les champs, autrefois cultivés, se couvrirent progressivement de mauvaises herbes. La maison elle-même, privée d'entretien, commença à se délabrer, ses volets pendant comme des yeux morts, son toit se perçant peu à peu. Les habitants de Montpellier évitèrent le lieu. Des rumeurs commencèrent à circuler, alimentées par la superstition et l'imagination collective. On disait que certaines nuits, on pouvait voir la silhouette d'Émile, errant dans les ruines, cherchant une justice qui lui avait été refusée de son vivant. On prétendait entendre des cris, des prières chantées d'une voix spectrale, le bruit de chaînes traînées sur le sol de pierre. Adrien Valmont, le journaliste qui avait couvert l'affaire du début à la fin, écrivit un livre complet sur le cas Fournier. Le fanatisme meurtrier, l'affaire Fournier à Montpellier, devint un best-seller, lu dans tout le pays. Valmont y développait une thèse sur les dangers de l'extrémisme religieux, sur la manière dont les institutions religieuses pouvaient être corrompues par le pouvoir et l'argent, sur l'importance de maintenir une séparation stricte entre foi personnelle et autorité civile. Le livre eut une influence considérable sur les débats politiques de l'époque, contribuant au mouvement qui mena, quelques années plus tard, à la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905. Mais au-delà de son impact politique, l'affaire Fournier laissa une marque indélébile dans la conscience collective de Montpellier et de la France entière. Elle devint un conte moral, un avertissement contre les excès de la foi mal comprise, un rappel que l'amour et la compassion doivent toujours primer sur les dogmes rigides. Le vieux cellier où Émile avait été assassiné fut finalement détruit en 1902, sur ordre des autorités municipales.
mais la terre elle-même sembla porter la marque de la violence qui s'y était déroulée. Rien ne poussa plus jamais correctement à cet endroit, et les quelques arbres qui tentaient de s'y enraciner présentaient des formes tordues, grotesques, comme si la terre elle-même était torturée par les souvenirs de ce qu'elle avait abrité. Et ainsi, l'histoire de la famille Fournier entra dans la légende noire de Montpellier. Un rappel sombre que la plus grande horreur ne vient pas toujours de forces extérieures, mais peut germer au cœur même des institutions censées nous protéger, au sein des familles qui devraient être des refuges d'amour. Les années passèrent sur Montpellier, emportant avec elles la génération qui avait vécu directement le drame des Fournier. Mais la mémoire de cette affaire refusa de s'effacer, se transmettant de génération en génération comme un conte d'avertissement. Une légende urbaine dont les racines plongeaient dans une réalité historique bien documentée. En 1920, 22 ans après le meurtre d'Émile, un jeune historien nommé Étienne Dumont entreprit de compiler une étude exhaustive sur l'affaire Fournier. Il avait grandi à Montpellier, écoutant les vieilles femmes raconter l'histoire aux enfants pour les effrayer et leur enseigner les dangers du fanatisme. Devenu adulte, il voulut séparer le mythe de la réalité, comprendre ce qui s'était vraiment passé et pourquoi. Étienne passa des mois à éplucher les archives judiciaires, les comptes rendus de procès, les articles de journaux de l'époque. Il retrouva et interviewa les derniers témoins vivants, dont Marc Fournier, alors professeur respecté à Nîmes, qui accepta finalement, après beaucoup d'hésitation, de partager son témoignage direct. Ce que découvrit Étienne était à la fois plus banal et plus terrifiant que les légendes qui s'étaient tissées autour de l'affaire. Plus banal parce que, dépouillée de ses embellissements surnaturels, l'histoire n'était qu'une tragédie humaine parmi tant d'autres, un exemple parmi d'innombrables cas de tyrannie familiale et d'abus d'autorité religieuse. Mais plus terrifiant aussi, parce que la banalité même du mal révélé dans l'affaire Fournier montrait combien il était facile pour des hommes ordinaires de devenir des monstres quand ils se croyaient justifiés par une cause supérieure. Ce qui m'a le plus frappé, écrivit Étienne dans son étude, c'est que les membres du Conseil des Anciens n'étaient pas des criminels endurcis. C'étaient des commerçants respectables, des artisans compétents, des éducateurs appréciés dans leur communauté. Mais leur conviction d'être les gardiens de la vraie foi, combinée à la corruption financière qu'ils tentaient de dissimuler, les a transformés en meurtriers. Cela pose une question troublante. Combien d'entre nous, placés dans des circonstances similaires, seraient capables de résister à cette transformation? Marc Fournier, dans son témoignage à Étienne, révéla plusieurs détails qui n'avaient jamais été rendus publics lors du procès, des détails qui ajoutaient encore aux dimensions tragiques de l'affaire. « Mon père n'a pas toujours été le tyran que vous avez pu lire dans les comptes rendus », expliqua Marc, alors homme d'âge mûr dont les cheveux grisonnaient prématurément. « Dans mon enfance, il y avait des moments de tendresse, des rares occasions où je voyais l'homme qu'il aurait pu être s'il n'avait pas été consumé par son fanatisme. C'est ce qui rend tout cela encore plus tragique. Il n'était pas né monstre. Il l'est devenu progressivement, année après année, rencontre après rencontre avec le Conseil, jusqu'à ce que rien ne reste de l'homme qu'il avait été. » Marc révéla également un fait que même les enquêteurs n'avaient pas découvert. Émile avait essayé, quelques semaines avant sa mort, de contacter les autorités religieuses officielles protestantes pour dénoncer les activités du Conseil des Anciens. Mais sa lettre n'avait jamais atteint sa destination. Théophile, qui triait le courrier familial, l'avait intercepté et remis au Conseil. C'est cette tentative de dénonciation qui avait précipité la décision de l'éliminer. « Si seulement j'avais été assez courageux pour agir plus tôt », confia Marc à Étienne, les larmes aux yeux malgré le passage des décennies. « J'avais 12 ans à l'époque, et j'avais peur. Mais si j'avais parlé, si j'avais alerté quelqu'un, peut-être qu'Émile serait encore en vie. » Cette culpabilité, je la porte tous les jours. Étienne retrouva également Lucien Bertrand, l'ami catholique d'Émile, qui vivait toujours à Montpellier, gérant maintenant la boucherie familiale. Lucien, un homme robuste au visage marqué par la vie, garda une photo d'Émile dans son portefeuille, un rappel constant de l'ami qu'il avait perdu. Émile était quelqu'un de spécial,
dit Lucien à Étienne. Il avait cette capacité rare de voir au-delà des divisions religieuses, de reconnaître notre humanité commune. Dans un monde différent, avec une famille différente, il aurait pu devenir écrivain, philosophe, quelqu'un qui aurait apporté quelque chose de positif au monde. Au lieu de cela, il est mort à 22 ans, étranglé par ceux qui auraient dû l'aimer et le protéger. Hélène Fournier restait introuvable. Étienne passa des mois à suivre des pistes qui menaient à des impasses. Finalement, il apprit par un vieux curé de Marseille qu'une femme correspondant à sa description était entrée au couvent des Carmélites sous le nom de sœur Marie-Thérèse, mais qu'elle était décédée de tuberculose en 1912 à l'âge de 30 ans seulement. Elle ne parlait jamais de son passé, rapporta le curé, mais parfois, la nuit, les autres sœurs l'entendaient pleurer et murmurer un nom, Émile. Elle portait en elle un chagrin qui ne s'est jamais apaisé, une blessure qui a fini par la consumer de l'intérieur. L'étude d'Étienne Dumont, publiée en 1922 sous le titre « Le sang et la foi, une étude de l'affaire Fournier », reçut un accueil critique favorable et réouvrit le débat sur les relations entre religion et société dans la France laïque de l'entre-deux-guerres. Mais l'impact le plus inattendu de son travail fut la découverte, dans les archives qu'il consultait, d'un journal intime tenu par Émile Fournier lui-même. Ce journal, qui avait été confisqué lors des perquisitions initiales et oublié dans les dossiers judiciaires, n'avait jamais été lu par les enquêteurs, jugé non pertinent pour l'accusation. Étienne, en le lisant, réalisa qu'il tenait entre ses mains un trésor littéraire et historique. Les pages, rempli de l'écriture fine et précise d'Émile, révélait un jeune homme d'une intelligence et d'une sensibilité remarquables, luttant pour maintenir son humanité dans un environnement qui cherchait à la détruire. Quelques extraits de ce journal furent publiés dans l'étude d'Étienne, donnant une voix posthume à Émile. 15 juillet 1898. Père m'a encore enfermé aujourd'hui pour avoir été vu avec un livre de Balzac. Il dit que la littérature profane corrompt l'âme. Mais comment peut-il dire cela sans avoir jamais lu ses livres lui-même? Comment peut-on juger ce qu'on refuse de connaître? Je me sens comme un oiseau en cage, mais pire encore, comme un oiseau qui voit la cage se rétrécir chaque jour davantage. 3 août 1898. J'ai parlé aujourd'hui avec Lucien devant l'église Notre-Dame. Nous avons discuté de Victor Hugo, de son humanisme, de sa vision d'une société où tous les hommes seraient frères, indépendamment de leur foi. Pour ces quelques minutes de conversation intellectuelle, Père m'a frappé ce soir. Il dit que je trahis mes ancêtres. Mais n'est-ce pas lui qui trahit leur mémoire en transformant la foi en instrument de haine? 28 août 1898. J'ai découvert quelque chose de terrible dans les comptes que je tiens pour père. Des sommes importantes disparaissent, destinées soi-disant à l'aide aux pauvres, mais jamais distribuées. J'ai posé des questions. Théophile m'a menacé. Il m'a dit que si je continuais à fouiner, je le regretterais. J'ai peur, mais je ne peux pas rester silencieux face à cette corruption. Comment peut-on prétendre servir Dieu tout en volant les pauvres? 10 septembre 1898. J'ai confié les documents compromettants à Lucien. Au moins, si quelque chose m'arrive, la vérité pourra être révélée. J'ai le sentiment que les murs se referment sur moi. Père et Théophile me regardent comme si j'étais déjà un cadavre. Hélène pleure la nuit, Marc se cache. Mère n'ose plus me regarder dans les yeux. Je suis seul dans ma propre famille, plus seul que je ne l'ai jamais été. 13 septembre 1898. Dernière entrée. J'ai été enfermé dans le cellier. Père dit que c'est pour mon bien, pour que je médite sur mes péchés. Mais je ne me repentirai pas d'avoir voulu connaître la vérité, d'avoir voulu penser par moi-même. Si c'est cela le péché, alors je préfère être pécheur qu'esclave. Je vais tenter de m'échapper cette nuit. Si j'y parviens, je fuirai loin d'ici, je recommencerai ma vie ailleurs. Si je n'y parviens pas, je lègue ces pages à la postérité. Que ceux qui les liront sachent qu'un homme est mort ici pour avoir osé être libre. La lecture de ces passages bouleversa tous ceux qui les découvrirent.
Émile n'était plus simplement une victime anonyme d'une tragédie locale, mais une voix vivante, un témoignage poignant d'un esprit lumineux étouffé par l'obscurantisme. Le journal complet fut finalement publié en 1925, accompagné d'une préface par Marc Fournier qui écrivit « Mon frère Émile avait raison. Il avait raison de questionner, de douter, de chercher la vérité au-delà des dogmes qu'on voulait lui imposer. Sa mort n'a pas été vaine. Elle a contribué, avec d'autres tragédies similaires, à ouvrir les yeux de notre société sur les dangers du fanatisme. Si ces pages peuvent inspirer, ne serait-ce qu'une personne à résister à l'oppression intellectuelle, à penser par elle-même, à chérir la liberté de conscience, alors Émile n'est pas mort pour rien. Le journal d'Émile Fournier devint un texte étudié dans les écoles, un exemple littéraire et historique de la lutte pour la liberté de penser. Plusieurs générations d'étudiants français lurent ces pages, se révoltant contre les injustices qu'il décrivait, s'identifiant à sa quête de vérité et de liberté. Pendant ce temps, à Montpellier même, l'ancienne propriété des Fournier continuait de se délabrer. En 1930, la municipalité décida finalement de la démolir complètement, jugeant la structure dangereuse et le terrain improductif. Mais même après la destruction des bâtiments, même après que la terre eût été rasée et nivelée, personne ne voulut construire à cet endroit. Finalement, en 1935, sur proposition d'un conseiller municipal éclairé, l'emplacement fut transformé en un petit parc commémoratif. Au centre, on érigea une simple stèle en granit sur laquelle était gravée l'inscription suivante « À la mémoire d'Émile Fournier, 1876-1898, mort pour avoir osé penser librement. Que son sacrifice nous rappelle à jamais que la liberté de conscience est sacrée et que nulle foi ne justifie la tyrannie. » L'inauguration du parc attira une foule nombreuse, composée aussi bien de protestants que de catholiques, tous unis dans la commémoration d'une victime de l'extrémisme. Le pasteur Renard et l'abbé Fontaine, qui avaient contribué aux tensions religieuses à l'époque du meurtre, étaient tous deux décédés depuis longtemps, remplacés par des hommes plus modérés, plus sages, qui avaient tiré les leçons de la tragédie passée. Marc Fournier, invité d'honneur de la cérémonie, prononça un discours émouvant. « Nous nous tenons aujourd'hui sur un sol qui a bu le sang de mon frère, une terre maudite devenue lieu de mémoire et de réflexion. Émile n'était pas un saint ni un héros, c'était simplement un jeune homme qui voulait vivre sa vie selon sa conscience, qui refusait de laisser d'autres penser à sa place. Pour cela, il a été tué par ceux qui auraient dû l'aimer. Mais sa mort n'a pas été inutile. Elle a contribué à changer notre société, à nous faire comprendre que la diversité de pensée n'est pas une menace, mais une richesse. Puisse ce parc rappeler à tous ceux qui le visiteront que le plus grand crime n'est pas de douter, mais de refuser de laisser les autres douter. Les décennies suivantes virent le parc devenir un lieu de pèlerinage symbolique pour ceux qui luttaient contre toute forme d'oppression idéologique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des résistants français y venaient méditer, trouvant dans l'histoire d'Émile un parallèle avec leur propre lutte contre la tyrannie nazie. Dans les années 1960, des étudiants en révolte contre l'autorité établie y organisaient des débats, brandissant Émile comme un symbole de la rébellion légitime. En 1998, à l'occasion du centenaire du meurtre d'Émile, une grande cérémonie commémorative fut organisée. Des historiens, des théologiens, des philosophes vinrent débattre des leçons de l'affaire Fournier pour le monde contemporain. Car si les formes avaient changé, les dynamiques fondamentales restaient les mêmes. Partout dans le monde, l'extrémisme religieux, politique ou idéologique continuait de faire des victimes, de tuer au nom de vérités absolues. Un descendant lointain de Lucien Bertrand, devenu maire de Montpellier, déclara lors de cette cérémonie: l'histoire d'Émile Fournier nous rappelle que le fanatisme ne se limite pas à une époque ou à une religion particulière. C'est une tentation humaine permanente, celle de croire que nous détenons la vérité absolue et que tous ceux qui pensent différemment doivent être convertis ou éliminés. La seule défense contre cette tentation est l'éducation, l'ouverture d'esprit
et le refus constant de toute forme de dogmatisme. Dans les années 2000, avec l'avènement d'Internet, l'histoire d'Émile Fournier connut une nouvelle vie. Des sites web, des blogs, des forums discutaient de son cas, l'analysaient sous tous les angles. Certains en faisaient un martyr laïque, d'autres un symbole de la résistance intellectuelle. Des documentaires furent réalisés, des pièces de théâtre écrites, des romans historiques publiés, tous s'inspirant de cette tragédie vieille de plus d'un siècle mais toujours pertinente. Le journal d'Émile fut numérisé et rendu accessible gratuitement en ligne, touchant ainsi un public mondial. Des étudiants au Japon, des militants des droits humains en Afrique, des dissidents en Chine lisaient les mots d'un jeune Français mort en 1898, trouvant dans son expérience un écho à leur propre lutte. En 2005, lors des débats sur la laïcité en France, ravivés par les tensions religieuses contemporaines, l'affaire Fournier fut à nouveau largement citée. Des politiciens de tous bords l'utilisaient pour justifier leur position, parfois en déformant considérablement les faits historiques. Des historiens durent intervenir pour rappeler la vérité, soulignant qu'Émile n'avait jamais été contre la religion elle-même, mais contre son utilisation comme instrument d'oppression. Et aujourd'hui encore, plus d'un siècle après sa mort, Émile Fournier reste présent dans la conscience collective de Montpellier et, dans une moindre mesure, de la France entière. Le petit parc qui porte son nom reste un lieu paisible au milieu de l'urbanisation moderne, un îlot de mémoire dans un monde qui oublie trop facilement ses leçons du passé. Les visiteurs qui s'y rendent peuvent voir, outre la stèle originale, plusieurs ajouts plus récents. Un banc de méditation installé en 1960, un petit jardin de roses blanches planté en 1980, la rose blanche étant devenue le symbole officieux d'Émile, et une plaque de bronze ajoutée en 2000 sur laquelle sont gravées les dernières lignes du journal d'Émile. Je lègue ces pages à la postérité. Que ceux qui les liront sachent qu'un homme est mort ici pour avoir osé être libre. C'est là, dans ce petit parc tranquille, que se termine l'histoire visible de la famille Fournier. Mais son héritage, lui, se poursuit dans chaque esprit qui refuse de se soumettre aveuglément à l'autorité, dans chaque voix qui ose questionner les dogmes établis, dans chaque cœur qui choisit la compassion plutôt que le fanatisme. L'histoire d'Émile Fournier, tragédie personnelle devenue symbole universel, nous rappelle que la liberté de conscience est un bien précieux, acquis au prix du sang, et qu'il appartient à chaque génération de la protéger contre ceux qui voudraient l'étouffer au nom d'une prétendue vérité supérieure. Car au bout du compte, ce n'est pas Auguste Fournier et son Conseil des Anciens qui ont gagné. Ils sont morts, leurs noms associés à jamais à la honte et à l'horreur. C'est Émile qui a triomphé, non par la force, mais par la vérité de ses idées, par le courage de ses convictions, par la pureté de son désir de liberté. Et ainsi, paradoxalement, le jeune homme étranglé dans un cellier obscur en 1898 est devenu immortel, sa voix résonnant à travers les siècles, rappelant à chacun de nous l'importance de penser par soi-même, de résister à l'oppression et de chérir la liberté de conscience comme le plus sacré de tous les droits humains. Les chants des Fourniers ne produisirent plus jamais rien, c'est vrai, mais pas à cause d'une quelconque malédiction, simplement parce que personne ne voulut les cultiver, préférant laisser cet endroit comme un rappel silencieux, un monument naturel à la tragédie qui s'y était déroulée. Et peut-être, après tout, était-ce la meilleure utilisation de cette terre, non pas pour nourrir les corps, mais pour nourrir les esprits, pour rappeler aux générations futures ce qui peut arriver quand la foi se transforme en fanatisme, quand l'amour familial devient tyrannie, quand le silence complice permet au mal de triompher. L'histoire de la famille Fournier se termine ici, mais son message, lui, demeure éternel. Dites, qu'avez-vous pensé de l'histoire ? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.
En parcourant aujourd'hui les rues de Montpellier, un visiteur ignorant ne trouverait aucune trace évidente de la tragédie qui secoua la ville à la fin du XIXe siècle. La cité languedocienne s'est modernisée, développée, transformée en une métropole dynamique où cohabitent harmonieusement différentes confessions religieuses et philosophies de vie. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, les fantômes du passé sont partout. Dans la pierre calcaire des vieux bâtiments qui ont vu défiler les manifestations de 1898, dans les archives municipales où dorment les comptes rendus détaillés du procès, dans les bibliothèques où le journal d'Émile Fournier continue d'être lu et étudié, et surtout dans le petit parc tranquille où une stèle de granit rappelle qu'un jeune homme est mort ici pour avoir osé penser librement. L'affaire Fournier a laissé une empreinte indélébile non seulement sur Montpellier, mais sur la conscience française dans son ensemble. Elle est devenue un cas d'école, étudié dans les facultés d'histoire, de droit, de sociologie et de théologie. Les mécanismes psychologiques et sociaux qu'elle révèle continuent d'être pertinents pour comprendre comment des individus ordinaires peuvent être entraînés dans des actes extraordinaires de violence au nom d'idéologies extrémistes. Des psychologues ont analysé la dynamique familiale des Fournier, y trouvant un exemple parfait de ce qu'ils appellent maintenant l'emprise sectaire, même au sein d'une famille nucléaire. Le contrôle exercé par Auguste sur sa femme et ses enfants, la surveillance constante, l'isolement social, la manipulation par la culpabilité religieuse, tous ces éléments sont désormais reconnus comme des signes d'alerte dans les cas d'abus domestiques. Des sociologues ont étudié comment le Conseil des Anciens fonctionnait comme une micro-secte au sein de la communauté protestante plus large, créant une bulle idéologique où les normes sociales habituelles étaient suspendues, remplacées par une logique interne imperméable aux valeurs extérieures. Des théologiens, tant protestants que catholiques, ont utilisé l'affaire Fournier comme exemple des dangers d'une lecture fondamentaliste et littérale des textes sacrés, privés de contexte historique et de compassion humaine. Ils soulignent que les grandes religions du monde prêchent l'amour et la miséricorde, et que c'est la perversion de ces enseignements par des individus avides de pouvoir qui mènent aux tragédies comme celle d'Émile. En 2015, lors des attentats terroristes qui secouèrent la France, l'affaire Fournier fut à nouveau largement citée dans les débats publics. Car si le contexte religieux et les motivations spécifiques différaient, les mécanismes fondamentaux restaient similaires. Des individus radicalisés, convaincus de détenir la vérité absolue, tuant au nom de cette vérité. Le philosophe français contemporain Jean-Luc Marion écrivit dans un essai sur le fanatisme « L'affaire Fournier nous enseigne que le fanatisme n'est pas seulement une question de croyance religieuse spécifique, mais une pathologie de la certitude. » C'est la conviction inébranlable d'avoir raison, combinée à l'incapacité d'accepter que d'autres puissent penser différemment, qui crée les conditions du meurtre idéologique. Émile Fournier est mort non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il osait douter. Et c'est précisément cette capacité à douter, à questionner, à maintenir une humilité épistémologique qui constitue le meilleur rempart contre tous les fanatismes. Dans le Montpellier d'aujourd'hui, le dialogue interreligieux est activement encouragé. Des représentants de différentes confessions se réunissent régulièrement, discutent, collaborent sur des projets sociaux. Ils sont tous conscients du passé sombre de leur ville et déterminés à ne pas laisser l'histoire se répéter. Chaque année, le 15 septembre, jour anniversaire de la découverte du corps d'Émile, une cérémonie commémorative a lieu dans le parc qui porte son nom. Ce n'est pas une célébration religieuse, mais une réflexion laïque sur les dangers de l'extrémisme et l'importance de la tolérance. Des étudiants y lisent des passages du journal d'Émile. Des survivants de génocides modernes y témoignent. Des militants des droits humains y prennent la parole. Et toujours, invariablement, quelqu'un récite les dernières lignes du journal d'Émile. Ce testament d'un jeune homme qui savait qu'il allait mourir, mais qui refusait de renoncer à sa liberté de penser.
Je lègue ces pages à la postérité, que ceux qui les liront sachent qu'un homme est mort ici pour avoir osé être libre. Ces mots résonnent différemment à chaque époque, trouvant des échos nouveaux dans les luttes contemporaines. Ils ont inspiré des dissidents dans les régimes totalitaires, des femmes luttant pour leurs droits dans des sociétés patriarcales, des minorités religieuses persécutées, des intellectuels censurés. À travers le temps et l'espace, Émile Fournier est devenu un symbole universel de résistance à l'oppression idéologique. Son histoire nous rappelle que la liberté de conscience n'est jamais acquise définitivement, qu'elle doit être défendue génération après génération contre les forces qui cherchent à l'étouffer. Elle nous enseigne que le plus grand danger ne vient pas toujours de forces extérieures évidentes, mais peut germer au sein même des institutions et des familles que nous considérons comme des refuges. Et surtout, l'histoire d'Émile Fournier nous rappelle que chaque voix compte, que chaque acte de courage, même s'il aboutit à une tragédie personnelle, peut inspirer des milliers d'autres personnes à résister, à questionner, à penser par elles-mêmes. Dans la Montpellier contemporaine, où les étudiants se pressent dans les cafés en débattant de philosophie, où les églises et les mosquées coexistent pacifiquement, où la diversité de pensée est célébrée plutôt que réprimée, il est facile d'oublier que cette tolérance a été acquise au prix du sang. Mais le petit parc avec sa stèle de granit est là pour nous le rappeler. Émile Fournier n'est pas mort en vain. Sa tragédie a contribué, avec d'innombrables autres, à construire une société plus ouverte, plus tolérante, plus respectueuse de la liberté individuelle. Et ainsi, plus de 125 ans après sa mort, Émile continue de vivre, non pas comme un fantôme errant dans les ruines, comme le prétendent les légendes, mais comme une idée, un principe, un rappel constant que la liberté de penser est le plus précieux de tous les droits humains, et qu'elle mérite d'être défendue coûte que coûte. L'histoire de la famille Fournier, avec toute son horreur et sa tragédie, est finalement une histoire d'espoir. L'espoir que la vérité finira toujours par éclater, que la justice, même tardive et imparfaite, peut être rendue, et que l'esprit humain, dans sa quête de liberté et de dignité, est plus fort que toutes les chaînes qu'on tente de lui imposer. Et c'est peut-être là le plus grand héritage d'Émile Fournier, nous avoir montré, par son exemple et son sacrifice, que certaines choses valent la peine de mourir pour elles. La liberté de conscience, le droit de penser par soi-même, le refus de se soumettre à la tyrannie, ces valeurs transcendent les époques et les cultures et demeurent aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient en 1898. Puissent les générations futures se souvenir de cette leçon. Puissent-elles honorer la mémoire d'Émile Fournier, non par des monuments ou des commémorations, mais en vivant selon les principes pour lesquels il est mort, la liberté de penser, la tolérance envers ceux qui pensent différemment, et le courage de résister à toute forme d'oppression idéologique. Car au final, c'est là le véritable testament d'Émile Fournier, gravé non dans la pierre, mais dans le cœur de tous ceux qui refusent de courber l'échine devant les dogmes, qui osent questionner l'autorité, qui choisissent la liberté même au prix du confort et de la sécurité. Le sang d'Émile a été versé sur cette terre de Montpellier il y a plus d'un siècle. Mais de ce sang a germé une graine de liberté qui continue de croître et de se propager, inspirant chaque génération nouvelle à défendre les valeurs pour lesquelles il a payé le prix ultime. Et ainsi, d'une certaine manière, Émile Fournier n'est jamais vraiment mort. Il vit dans chaque esprit libre, dans chaque voix qui ose s'élever contre l'injustice, dans chaque cœur qui refuse de laisser la peur et le fanatisme triompher. Son histoire, sombre et terrible, se termine par une note d'espoir. Le mal peut triompher temporairement, mais la vérité, la liberté et la justice humaine finissent toujours par prévaloir. Cette histoire, bien que basée sur des thèmes historiques réels concernant les tensions religieuses dans la France du XIXe siècle, est une œuvre de fiction. Les personnages, les événements spécifiques et le conseil des anciens sont des créations narratives destinées à explorer les dangers du fanatisme religieux et de l'oppression idéologique. Cependant, les mécanismes psychologiques et sociaux décrits, l'emprise sectaire,
La manipulation par la culpabilité, la violence au nom de la foi sont malheureusement bien réelles et continuent d'affecter des individus et des communautés dans le monde entier. Cette histoire est un hommage à tous ceux qui, à travers l'histoire, ont payé de leur vie leur refus de renoncer à leur liberté de conscience. Puisse leur sacrifice ne jamais être oublié, et puisse leur courage continuer à inspirer les générations futures.